Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Je vous propose qu'on commence gentiment. Martin, je ne sais pas si tu vois des gens voilà, Personne. n'hésite pas à les faire entrer si je ne les vois pas. Yes. Bon, du coup, à nouveau, bonsoir à tous. Ravi de vous revoir pour un nouveau Journal Club. C'est le 7e, il me semble. Aujourd'hui, on fera un format un peu différent. Donc, ce ne sera pas vraiment un journal club, mais plutôt un vidéo club. C'est le premier sous ce format-là. Et pour ce faire, on est ravis d'accueillir Balthazar et Clément. Peut-être pour commencer, est-ce que vous voudriez nous dire quelques mots sur vous, peut-être, et surtout sur la Gazette de l'Abîme. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent ce média, mais je pense que ce serait intéressant de savoir un peu ce qu'il y a derrière, comment ça a été créé, puisque voilà, ça a trait pour une grande part, je crois, au psychédélisme. Donc, je vous laisse un peu la parole pour une introduction, si vous voulez bien. Balthazar, je te laisse commencer. Ouais, je vais essayer d'être succinct. Ma redécouverte psychédélique, elle a eu lieu, je crois, en 2016, en 2017, et ça a été une découverte très différente des expériences qu'on peut faire dans sa jeunesse. Et au lendemain de laquelle je me suis réveillé avec une question fondamentale qui était: comment se fait-il que cette expérience existe et que le monde entier se focalise sur la sortie du dernier iPhone? Et là, je me suis dit que, en tout cas en France, euh, on n'avait pas de relais simple d'accès pour parler de ces expériences-là, qui ne nécessitent pas de passer certains caps, etc. Enfin, c'est peut-être illusoire de ma part. J'ai eu l'occasion de me rendre compte par la suite qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place, mais du point de vue que j'avais à l'époque, j'avais l'impression que il y avait quelque chose qui était à faire à ce moment-là. Et donc, l'idée a instantanément été d'essayer de faire un travail de vulgarisation de manière à parler des psychédéliques à ta grand-mère, quoi. Voilà. C'était le principe de base, et comment est-ce que on pouvait à la fois développer la question de ces sujets, une facilité d'accès pour le plus grand nombre, un aspect artistique qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps, et si possible, en fait, de développer une communauté aussi autour essayer de participer à la fédération d'une communauté autour de ces idées-là. Et c'est en engageant ce travail que je suis devenu administrateur de la communauté psychédélique francophone, dans laquelle j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont parmi nous ici, mais aussi Clément, qui m'a proposé une association, en fait, pour emmener les limites de mon travail encore plus loin grâce à ses compétences, quoi. Et je pense que le point d'orgue de ce travail au moment où on parle, c'est le dessin animé, en fait, qui était un peu l'aboutissement de ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire parler de cette expérience, mais essayer de la montrer, essayer de donner à voir un objet culturel qui parlerait, qui serait le plus éloquent possible. Voilà. Et j'en profite pour remercier, pour vous remercier, la Société psychédélique de Lyon, parce que c'était important pour nous que une société psychédélique de France relaie ce travail-là, dans le sens où c'est vraiment un objet culturel fait par des psychonautes, avant tout pour des psychonautes, en fait. Euh, pour ouvrir, non seulement pour raconter une histoire dont je suppose qu'on a tous plus ou moins approché, peut-être d'une manière ou d'une autre, mais aussi pour trouver un point d'ancrage à partir duquel on peut commencer à discuter, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un petit peu la genèse de la Gazette, et c'était un peu la première chose par laquelle j'avais envie de commencer cette introduction. C'est vraiment vous remercier de l'attention que vous portez à ce travail. Voilà. Merci à toi, Balthazar et Clément, pour
pour votre présence. Je pense que ce sera très riche pour nous ce soir. Enfin, en tout cas, on est... tu veux rajouter quelque chose peut-être ou... Alors attends, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, là, ça a coupé. Désolé, Qu'est-ce que c'est tu... sûrement ma connexion. Je me demandais si tu voulais rajouter quelque chose sur ton D'accord. parcours, sur la Gazette de la Ville. Eh ben oui. Sur qui tu es? Oui, alors attends, ça me perturbe. Ma caméra, elle fait des trucs chelous. Alors, bon, bref, peu importe. Mais peut-être pour rejoindre ce que dit Balthazar, moi, ce qui m'a amené au psychédélique dans un premier temps, je pense que c'est comme beaucoup de monde, j'imagine, c'est chercher une solution pour mettre un terme à une souffrance particulière. Et donc voilà, je cherchais des moyens. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui tournaient autour des psychédéliques, et donc j'ai eu envie de faire l'expérience. Ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fini par me retrouver également sur le groupe, comme le disait Balthazar, de la société, de la CPF, groupe Facebook. Il se trouve que j'avais déjà consulté auparavant, parce que je cherchais du coup des ressources sur les psychédéliques, etc. Et du coup, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Balthazar. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il y avait peut-être 3-4 vidéos. Je pense que c'était au tout début. Ça devait faire peut-être, je sais pas, max 5-6 mois que tu t'étais lancé. Peut-être max 1 an, j'en sais rien. Mais il y avait pas grand-chose en tout cas. Et j'ai trouvé ça cool de le voir que, en fait, le gars qui faisait les vidéos, sur la Gazette de l'Abîme, et en fait, il était membre de la CPF aussi. Et je me suis dit, putain, trop bien, en fait, parce que je trouvais hyper pertinent ce qu'il racontait. J'aimais beaucoup sa manière de dire. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait vraiment un univers, un travail et tout. Enfin, vraiment, je sais pas, j'étais raccord avec les idées. Et je lui ai envoyé un message, du coup, au départ pour lui dire, j'aimerais bien que tu traites de ce sujet-là et tout, parce que, du coup, moi, je voulais je voulais que Balthazar je voulais qu'il lise le livre sur lequel j'ai fait une vidéo, du coup, le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Et du coup, il m'a dit que Balthazar, qu'il ferait ça peut-être, s'il avait le temps de lire le livre, etc. Et du coup, au final, je lui ai proposé une collaboration, parce que je lui ai dit, moi, je suis graphiste, du coup, de profession. Je fais les effets spéciaux sur les films, etc. Et du coup, je lui ai dit, écoute, que moi, j'étais chaud pour lui apporter mon aide, quoi, et voir éventuellement ce qui pourrait ressortir de tout ça. Et puis au fur et à mesure, alors ça a mis un peu de temps à ce qu'on commence à mettre en place des choses, etc. Surtout que moi, je n'étais pas à temps plein sur le projet, donc voilà, j'étais aussi sur mes projets perso, etc. Donc on a mis un peu de temps comme ça à échanger des idées, à partager sans vraiment construire des choses. On avait commencé à faire des projets qui n'ont pas abouti, mais voilà, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Et au final, ces projets qui n'ont pas abouti ont été la base pour construire du coup le dessin animé qu'on a fini par faire, donc les putains d'images cosmiques. Et voilà, au fur et à mesure du temps, du coup, on a travaillé en plus étroite collaboration, et puis maintenant, voilà, j'essaie d'être partie intégrante aussi du travail. Alors, je le fais pas au même niveau que Balthazar, et je suis moins visible, mais parce que aussi j'ai moins de temps à accorder au projet. Mais en tout cas, j'aimerais bien produire plus de contenu, etc. Et voilà, c'est super cool. Moi, j'ai pas spécifiquement, même si j'ai quelques expériences psychédéliques, j'ai pas spécifiquement une expertise de la question, parce que moi, je vais plus être axé sur la pratique de la méditative, notamment via Vipassana. Et j'ai plus envie de parler de ça parce que voilà, c'est plus comment dire, quelque chose que je vais maîtriser, mais j'espère que j'aurai l'occasion dans tous les cas, ça fait le lien, parce que ça reste les expériences d'état modifié de conscience, je pense, ce dont on a envie de parler de manière générale, et de tout ce que ça induit. Et puis j'espère que quand j'aurai un peu plus de temps, je pourrai vous faire produire des vidéos aussi sur la question. Et voilà. On en redemande en tout cas, parce que pour l'avoir vu, c'est quand même une super vidéo. Et puis Balthazar, comme pour le reste de la Gazette, tu es incroyablement éloquent, donc c'est très plaisant à voir. Et aussi, on voit à la fin de la vidéo le nombre de personnes qui ont en fait contribué à la vidéo. Donc vous n'êtes pas que tous les deux, j'imagine, derrière cet objet culturel, comme tu le dis.
Donc peut-être juste avant de voir la vidéo, Clément, tu as expliqué un peu comment était venue l'idée peut-être, enfin, comment vous étiez pris pour faire la vidéo. Balthazar, tu mentionnais que c'était un peu le point d'orgue de la Gazette, mais concrètement, comment est venue vraiment l'idée de faire cette vidéo-là en particulier? Tu me laisses répondre, Clément? Oui, oui, je t'en Tu prie. me laisses entamer? T'as l'initiative du truc, donc ah, mais c'est En, chiant. en- en fait, la première chose, c'est que les personnes qui sont dans le générique, c'est toutes les personnes qui ont contribué au Kickstarter. Le travail du dessin animé en lui-même, c'est exclusivement Clément et moi. Je devrais ajouter une troisième personne si j'étais absolument sincère, puisque en tout début, on a une musique que j'utilise souvent dans la Gazette, en fait, qui est le produit d'un projet musical que j'ai eu il y a quelque temps avec un type qui s'appelle Adrien Arnoux et qui est stand-upper aujourd'hui. Voilà, mais avec qui je faisais de la musique et il se trouve que bah, du coup, il a participé dans une certaine mesure à l'élaboration, enfin, à la finalité du projet. Clément doit l'apprendre à l'instant où je suis en train de le dire. Absolument. Donc voilà, mais je viens de le réaliser. Maintenant, en fait, la jeunesse du truc, c'était, bah, j'avais très envie de parler de cette expérience-là, puis j'ai fait une vidéo, puis c'était fatigant. Enfin, c'est un peu le problème des tripes face caméra avec un type un peu avec les yeux exophtalmés qui fait j'ai rencontré une entité qui ça veut plus rien dire en fait. Et nous, on avait quand même envie d'essayer d'apporter quelque chose qui, enfin, dans l'approche qu'on a de l'expérience psychédélique, pour moi, l'idée, c'est d'éclairer l'inconnu en fait et de rameuter quelque chose dans la cité en fait. Quelque chose qui fasse du sens, à partir duquel on puisse construire, enfin, pas juste du chaos comme ça balancé dans la tronche des gens, quoi. Mais l'élaboration en elle-même a été assez chaotique parce que, comment dire, il me restait 6 mois d'indemnité de chômage et j'ai fait, bon, allez, je fais un dessin animé. Voilà, c'est parti comme ça. Il n'y a pas eu de storyboard, il n'y a rien eu. En fait, j'ai commencé à dessiner des machins à partir des débuts de vidéos que j'avais enregistrés. Donc, on va dire, il y avait déjà un script. Et c'est là où la beauté enfin, de la collaboration avec Clément a eu lieu, c'est qu'en fait, moi j'ai une espèce d'énergie très immédiate comme ça, où il faut que je lance le truc maintenant, tout de suite, sinon ça se barre et ça n'existe plus, et après je suis déprimé parce que j'ai pas abouti un truc. Et Clément, il a cette propension à récupérer ces espèces d'élan un peu chaotique en fait, et comment dire, son caractère posé, probablement appuyé par Vipassana, en fait, il récupérait toutes ces choses-là, il les mettait en ordre comme ça, les unes à côté des autres, et il a commencé à montrer une perspective, parce qu'au départ, ça se voulait juste être un petit machin gribouillé, et en fait, voyant qu'on avait un Kickstarter, qu'il y avait 25 personnes qui avaient participé, ce qui a fait un budget de 1 500 euros, hein, quand même, ce qui est pas, ce qui est important pour le nombre de personnes qui participent, mais pour vivre le temps de faire ce dessin animé, ça n'est rien du tout. Mais disons qu'en fait, on s'était dit, bah, il faut quand même qu'on réussisse à l'emmener au plus loin qu'on pourra, quoi. Et en fait, Clément, au fur et à mesure des trucs, des projets que je lui montrais, en fait, il me disait, ah, mais tu vois, en utilisant ce logiciel-là, tu vois, tu peux maximiser tel truc et faire tel truc et faire tel truc. Et en fait, de ce petit presque image par image que j'imaginais, en fait, où j'aurais mis un plan, puis un autre, puis un autre, puis un autre, on a commencé à glisser vers quelque chose de plus animé, de plus construit, de plus organique, etc. Et en fait, tout ça, ça s'est fait à chaque fois faisant des nouvelles versions du dessin animé jusqu'à ce qu'on arrive au produit le plus maximisé possible avant de se mettre en danger financièrement. Voilà, c'est globalement à ce moment-là qu'on est arrivé au fait qu'on s'arrête et qu'on sorte le projet. Et juste pour terminer là-dessus, donc ouais, c'est vraiment un projet à 4 mains, puisque le dessin, l'animation, les effets spéciaux, l'écriture, la musique, le sound design, en fait, tout a été fait par nous, quoi. Donc voilà. Chapeau. Et sans plus attendre, je pense que maintenant on a tout le contexte pour lancer la vidéo. Exactement, et je précise, donc j'ai mis dans le chat le lien direct sur YouTube si vous voulez voir la vidéo sur cette plateforme. Ici, je vais juste partager mon écran et montrer en fait la vidéo YouTube, comme ça on sera à peu près sur le même timing.
Voilà. Attendez voir que je règle ça. Hop. Ça, c'est la fois où j'ai fait la rencontre d'entités extradimensionnelles après avoir mangé des champignons hallucinogènes. En gros, tout a commencé après avoir découvert Terence McKenna, le fameux philosophe, l'ethnobotaniste, le barde, qui a beaucoup parlé dans les années 80 d'un usage intelligent et raisonné des psychédéliques. Terence McKenna suggérait, entre autres choses, qu'il était possible, au cours de certains voyages, de rencontrer ce qu'il nommait les elfes mécaniques, c'est-à-dire les entités cosmiques qui peuplent l'espace dans lequel nous entraînent ces substances. Et toujours selon McKenna, la meilleure manière d'aboutir à cette rencontre consistait dans la consommation de 5 grammes de champignons secs, plongés dans la solitude, dans le silence et dans l'obscurité la plus totale. Et pour ne rien vous cacher, malgré une certaine expérience en la matière, c'était une idée qui me faisait plutôt flipper. Mais au bout d'un certain temps, la curiosité a fini par l'emporter sur la peur jusqu'à ce qu'un soir, à mon tour, je me décide enfin à me lancer dans cette expérience. Ce soir-là, j'étais seul. J'étais tenaillé par cette appréhension, mais j'ai quand même fini par avaler cette quantité de champignons avant de m'étendre dans une position relaxée et méditative, celle qui me semblait la plus adéquate pour accueillir les transformations psychiques et sensorielles qui ne tarderaient pas à se manifester. Et les amis, en matière de transformation psychique et sensorielle, le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Les choses ont commencé par une profonde détente, une sensation intense de calme et de sérénité qui semblait paver un chemin vers une zone de moi-même inaccessible en temps normal. Un jardin secret dans lequel je m'étendais et que je contemplais avec une langueur extatique jusqu'à ce que, soudainement, un son vienne me tirer de ma rêverie. Une sorte de unique d'abord, et qui s'est ensuite démultiplié comme des se faisant de plus en plus nombreux et de plus en plus intenses, à tel point qu'à un moment il m'a fallu ouvrir les yeux afin de constater s'il s'agissait ici d'une hallucination auditive ou bien d'une véritable nuisance extérieure. Et en ouvrant les yeux, se sont manifestés dans mon champ de vision des sortes de serpents cosmiques, faute de meilleure définition, comme des petites limaces qui semblaient constituées d'un amalgame de temps, d'espace, d'esprit et de lumière et qui se propulsaient de part et d'autre de la pièce dans laquelle je me trouvais. Pièce qui semblait progressivement se transformer d'une pièce tridimensionnelle ordinaire en la représentation de la pièce dans laquelle je me trouvais. Comme si celle-ci était devenue une toile, une illustration qui se voyait comme déchirée, lacérée, disloquée par le passage et le repassage de ces serpents cosmiques, révélant ce qu'il se cachait derrière cette illusion. Et ce qu'il se cachait derrière cette illusion, derrière cette toile, eh bien ça n'était ni plus ni moins que l'arrière-monde, c'est-à-dire l'espace dans lequel nous propulsent ces substances lorsqu'elles sont utilisées à leur plein potentiel. Et dans ce cas présent, cet arrière-monde, il a pris la forme d'un vaisseau spatial, d'une sorte d'objet ovoïde, lui aussi constitué de ce même amalgame de temps, d'espace, d'esprit et de lumière que les serpents cosmiques qui avaient dissolu mon état ordinaire de conscience. Et me voilà, à mon tour, faisant mon coming out en fanfare dans le club des personnes qui non seulement entendent des trucs qui n'existent pas, mais qui affirment également avoir été kidnappées vers un vaisseau spatial. Vaisseau spatial qui plus est révélé par des putains de limaces cosmiques. Bref. J'étais seul dans ce vaisseau, à contempler cet espace quand celui-ci s'est mis à vrombir alors qu'un son colossal commençait à se faire percevoir. Quelque chose de similaire à celui des limaces cosmiques, mais en beaucoup plus imposant, comme semblant provenir des tréfonds des abysses et qui a annoncé l'apparition d'une entité. Comme celle dont Terence McKenna avait parlé, mais pas exactement comme je l'avais imaginé. Et cette entité, elle constate ma présence dans son habitat. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de lui rendre son attention pour constater qu'elle avait l'air comme emmerdée par ma présence.
Ma présence en ces lieux, dans cette dimension, elle semblait suggérer l'existence d'un dysfonctionnement, d'un bug dans le grand œuvre que cette entité cherchait à accomplir. Alors je la regarde, et elle me regarde, et je la regarde, et elle me regarde, et je me dis qu'à un moment donné, il va quand même falloir briser la glace, parce qu'il y a comme une sorte de malaise cosmique qui semble s'être installé entre cette chose et moi-même. Et tout semble indiquer que c'est de ma faute. Alors je me lance, et j'entreprends de lui communiquer la raison de ma présence dans ces lieux. C'est très simple. J'ai regardé des vidéos de Terence McKenna, j'ai suivi son exemple en avalant 5 grammes de champignons secs, plongé dans la solitude, dans le silence et dans l'obscurité la plus totale, et me voici, quoi. Tadam ! Désolé. Mais genre, vraiment désolé, quoi. D'autant plus qu'une partie de moi craint véritablement d'avoir provoqué le courroux de cette entité, qui me semble être le truc le plus proche d'un dieu avec lequel j'ai jamais interagi. Et fort heureusement, je m'aperçois qu'en tout point supérieur à ma personne, cette entité, elle se montre également supérieurement bienveillante à mon égard. Et c'est là qu'elle s'adresse à moi. Cher ami, puisque tu es ici, profites-en pour apprendre. Alors regarde, écoute, perçois, et pose-moi toutes les questions que tu souhaiteras. Et je dois dire que ce n'est pas une proposition qui est tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque, étant d'un naturel plutôt curieux, des questions, il m'en est venu des quantités astronomiques. Sauf que, l'esprit étant ce qu'il est dans ses états de conscience, je ne suis parvenu à ne me souvenir que d'une seule d'entre elles. Et cette question, c'était la suivante. Au cours de ce voyage, j'avais croisé des limaces cosmiques, et puis un vaisseau spatial, et puis enfin une entité. Et il me semblait que chacun d'entre eux semblait constitué de la même matière. Ce qui m'apparaissait être un agrégat de temps, d'espace, d'esprit et de lumière. Et ma question, c'était la suivante. C'était quoi cette matière ? Alors l'entité plonge son regard dans le mien et laisse infuser en moi cette réponse. Cette matière, cher ami, c'est l'impermanence. C'est-à-dire la transformation perpétuelle de toutes les choses qui composent le monde. Et elle continue. Cette matière, c'est également la constituante exclusive du monde que tu habites au quotidien. Sauf que ta limitation d'être humain, tes limitations physiques, perceptives, cérébrales et culturelles, elles font que la plupart du temps, tu ne peux comprendre cette impermanence qu'intellectuellement, comme un concept. Tu ne peux ni la voir, ni l'expérimenter dans ta chair comme tu es en train de le faire actuellement. Parce que, comment dire, vous les humains, vous êtes un peu ralentis, quoi. Ou alors un peu trop attaché au monde tel que vous le représentez. Alors bien sûr, il y en a certains parmi vous qui arrivent à transcender cette condition, c'est vrai, mais la plupart du temps, faut quand même bien le dire, c'est pas foufou, quoi. Parce que la grande majorité d'entre vous reste tellement calcifiée dans une certaine perception du monde qu'en général, ça n'est qu'au bout d'une certaine partie de votre vie que vous vous apercevez que votre société, que votre psychologie, que votre aspect physique ne sont plus du tout ce qu'ils avaient été auparavant. Et du coup, lorsque vous voyez une maison, bien vous percevez juste une maison, en oubliant complètement la planche de bois qui a servi à la construire, tout comme vous oubliez parfaitement l'arbre que cette planche a été avant d'avoir été découpée, tout comme vous oubliez parfaitement la graine qu'a été cet arbre avant de pousser. Et avec le champignon, comme d'autres avec la méditation ou la transe, on peut dire que tu as comme accéléré ton mode de perception ordinaire jusqu'à atteindre la vitesse qui te permet de ressentir l'impermanence et par conséquent de percevoir dans chaque chose l'ensemble des choses qu'elle a été et qu'elle sera un jour simultanément. C'est le seul truc permanent en fait, l'impermanence. Et alors que cette entité cosmique et moi-même sommes en train de digresser autour de l'impermanence, je commence justement à sentir en moi les effets des champignons se dissiper. Je réalise que bientôt je vais retourner à mon état de conscience ordinaire dans lequel mon nouvel ami sera désormais invisible, voire même inexistant puisque je n'aurai ni la preuve, ni même peut-être le souvenir de l'avoir jamais rencontré. Et cette idée ne manque pas de provoquer en moi un profond sentiment de mélancolie. Mais t'inquiète pas, me dit l'entité. Maintenant que l'on s'est rencontrés, maintenant que l'on s'est reconnus, eh bien toi et moi on restera en lien.
Et un jour, que ce soit à la faveur d'un rêve, à la faveur d'un trip ou à la faveur de ta mort, eh bien on se retrouvera et on échangera à nouveau. Et c'est sur ces paroles que, progressivement, j'ai repris mon état ordinaire de conscience. J'ai ouvert les yeux et je me sentais bien alors. Alors j'ai pris le temps de passer en revue tout ce que j'avais expérimenté. Est-ce que ce genre d'expérience peut constituer une forme d'éducation ? Ou est-ce qu'au contraire, elle dissout nos certitudes dans des proportions telles qu'elle nous destine irrémédiablement au néant ? Je n'en avais aucune idée, mais je remarquais que ces considérations, à l'issue d'un tel voyage, elles avaient perdu beaucoup de leur importance. Parce qu'avant toute chose, ce voyage, ça avait été une invitation à se rappeler du mystère. Celui qui se tient aux portes du règne humain, au-delà de ses structures, au-delà de ses certitudes, au-delà de ces conditions face auxquelles il nous faut chaque jour renégocier notre place. Un espace insondable, posé juste là, à portée de main et pourtant inaccessible. Un espace où le terrifiant et le merveilleux se mêlent en une forme indifférenciée et où nos instruments de mesure d'ordinaire tellement utiles à qualifier le monde font office de petites plaisanteries sans grandes conséquences. Un mystère rendu accessible par ce petit chemin de traverse cognitive qui confronte celui qui l'emprunte à sa désespérante humanité, mais qui, en échange du courage nécessaire à ce périple, lui offre également une nouvelle force pour appréhender sa vie, non plus selon les clauses d'un contrat ni choisi ni signé, mais au travers d'une expérience unique et hautement subjective du monde. Pour ma part, ce voyage avait été d'une beauté telle que l'idée d'y retourner de façon définitive se soufflait quotidiennement à mon oreille. Et après une longue réflexion, j'ai décidé de revenir ici, quoi. Parce que l'une de mes marottes, figurez-vous, c'est de me poser toutes sortes de questions existentielles à la fois très compliquées et sans réponse définitive. Et celle avec laquelle j'ai eu envie de conclure cette animation, eh bien, c'était la suivante. Cette entité, les amis, c'était quoi exactement ? Et ben, j'espère que tout le monde a pu suivre ou a pu la voir de son côté parce que je ne sais pas si c'était que de mon côté, mais la qualité n'était pas folle. Mais je vous invite à la revoir si c'était le cas. Donc voilà, maintenant c'est le moment où chacun est invité à prendre la parole, à échanger, à donner son retour, à poser des questions. Donc pour lancer peut-être le débat, moi j'aimerais commencer par la fin de la vidéo. Tu poses la question, Balthazar, voilà, c'était quoi cette entité exactement? Et tu dis voilà, que tu es revenu finalement. Même si le mystère a ce côté peut-être addictif pour certains, on a envie voilà, d'explorer ces royaumes altérés. Mais voilà, c'est une question maintenant pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont eu affaire à des entités similaires ou pas et si oui, c'était quoi pour vous ces entités? Moi, pour ma part, voilà, je pose cette question parce que j'ai malheureusement pas encore rencontré d'entité, donc je me pose des questions à ce sujet. Voilà. Je peux réagir en premier pour lancer le... Ah putain, c'est incroyable ça. Ça me change mon écran tout seul. Peu importe. Alors, attends.
Pardon, désolé, c'est techniquement... Bon, bref, tant pis. Moi, pour le coup, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais ouais, j'ai rencontré l'esprit de la bœuf. Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut comme info, mais voilà. Et c'était plutôt étonnant comme rencontre. Parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en faisant ça, parce que j'ai déjà raconté l'anecdote sur la chaîne, mais bon, vu que je vais la repartager ici, je partais du principe que si on peut rencontrer, s'il y a vraiment un esprit des plantes, comme le disent les chamans d'Amazonie, et qu'on peut parler à l'esprit de l'ayahuasca, et qu'apparemment on peut parler à l'esprit du tabac et à l'esprit de toutes les plantes, en fait, à partir du moment où on les consomme d'une certaine manière. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer avec des plantes locales, parce qu'aller jusqu'en Amazonie pour prendre de l'ayahuasca, c'est un peu compliqué, c'est pas hyper accessible. Mais je me suis dit, cela étant dit, voilà, si c'est vrai, eh ben, c'est possible de le faire avec n'importe quelle plante. Je me suis dit, la plante la plus accessible en Europe et la plus visionnaire, entre guillemets, voilà, c'est de la weed. Hein. Je me suis dit, bah, je vais essayer j'essaie avec de la weed et puis on verra ce que ça donne, quoi. Je me suis mis comme cadre enfin, en écoutant parce que du coup, j'ai regardé pas mal les conseils du docteur Jacques Mabi, qui a le centre Takiwazi du coup, au Pérou, et qui est un docteur français. Et bref, il conseillait de vraiment accorder beaucoup d'importance au rituel lors de la prise. Et je me suis donc c'est donc ce que j'ai essayé de mettre en place à mon échelle. J'ai essayé de faire un petit rituel pour essayer d'entrer en communication avec l'esprit de la weed. Et étonnamment, c'est arrivé. Donc je pense que c'est beaucoup une question d'intention, Raphaël. Si tu veux réessayer pour dans un cadre X ou Y, à mon avis, si tu pars avec l'intention de rencontrer quelque chose, tu risques de le rencontrer, quoi. Et alors, j'en sais rien après si ça marche à tous les coups, mais en tout cas, j'ai été étonnamment surpris de voir qu'il y a un truc qui est venu parler à travers moi, quoi. Et c'était vraiment très, très, très bizarre. Et voilà, j'ai eu des flashs de vision qu'elle avait une tête de menthe religieuse. Et voilà, voilà à peu près tout ce que je peux en dire. Elle m'a donné des conseils qui me semblaient être des bons conseils au quotidien. Et puis elle m'a appris des trucs. Enfin voilà, qui sorti de son contexte, ça fait toujours un peu étonnant, mais voilà. En tout cas, c'était vraiment une rencontre étonnante, quoi. Ouais, voilà. Ouais, bah, merci pour ton partage. Donc, ouais, je comprends que l'intention fait beaucoup, mais après, dans la vidéo, on a l'impression qu'il y a, voilà, il y a un échange, un dialogue, comme si voilà, Balthazar, tu posais une question, l'entité répondait. Donc, voilà, c'est très personnifié, mais est-ce que durant l'expérience, tu te souviens ou tu as vraiment posé des questions, presque comme si voilà, je te posais là maintenant une question, ou est-ce que tout ça, finalement, c'était dans ta tête et là tu le narres, enfin tu le mets en forme sous forme de récit, quoi. Le film est mis en forme, évidemment, à des fins esthétiques, à des fins narratives, à des fins techniques, simplement. Mais l'essence est vraie, quoi. L'essence est vraie, c'est-à-dire, si je rentre dans le détail, l'entité, c'était pas une entité, c'en était trois, et c'était plus des espèces de cônes que des mandalas. Mais voilà, à un moment donné, la question esthétique se pose, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Mais ça a été une vraie interaction, et en fait. Bon, c'est c'est ce que je pense que beaucoup de psychonautes sont amenés à se poser comme question. Qu'est-ce qui relève de la réalité? Qu'est-ce qui relève de l'auto-influence ou de l'influence culturelle, etc. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il a été dit et il a été porté à ma connaissance qu'il était possible de rencontrer l'esprit des plantes et des molécules et des champignons auxquels on faisait appel, il y avait toujours une réponse, quoi. Et ici, elle a pris cette forme, et pour ma part, le champignon s'adresse toujours à moi avec beaucoup d'humour. Se fout un peu de ma gueule. Enfin, il me regarde comme ça avec un air toujours un peu genre, ah, c'est bien, tu progresses. Enfin, voilà, il y a une espèce de truc à la fois amical et condescendant que n'a pas du tout l'ayahuasca, par exemple, qui a quelque chose de beaucoup plus dramatique dans l'interaction qu'on peut avoir avec elle, en fait. Peut-être que c'est parce qu'on lui prête plus facilement une révérence
que le champignon qu'on a probablement dû maltraiter en Europe en l'assimilant à un produit toxique, etc. Mais voilà, et en tout cas, vraiment, l'essence de la rencontre et de l'interaction, elle est vraie. Hein. J'engage l'idée que chacun pourra se faire sur ma santé mentale en racontant une histoire pareille, mais je suis obligé de dire que c'est vrai. Non, mais je crois que tu as des gens dans l'audience qui te rejoignent, hein. Philippe a écrit dans le chat un humanoïde en scaphandre sortant d'une soucoupe, me disant étudier l'humanité et que je pourrais rencontrer à nouveau quand je serai prêt. Voilà, donc t'es pas tout seul. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Là, je lance une pierre à l'audience. Philippe, non, tu voulais pas développer ton histoire d'humanoïde? Bon, sinon, on peut continuer sur vos sources d'inspiration, par exemple. Enfin, donc bon, on a compris que Terence McKenna était quand même en fond de toile, mais à tous les deux, sinon, est-ce qu'il y a je sais pas, des artistes, des personnes qui vous ont particulièrement inspiré et qui peut-être influencent aussi vos visions, en tout cas la façon dont vous pensez aujourd'hui? Tu veux y aller, Clément? Balthazar, non, vas-y. Eh ben, paradoxalement, non, pas d'artiste référence. Et c'est un autre truc très intéressant au sujet de l'expérience psychédélique pour ma part. Et c'est probablement un des points qui me semble les plus intéressants à développer, en tout cas sur lesquels j'essaye de mettre l'emphase à mon propre niveau, et chacun aura sa propre lecture de la chose. Mais il y a une idée de retrouver un peu ce qui est souverain en soi. Et je dois dire qu'avant cette expérience, puisque je viens des arts appliqués, en fait, concrètement, ma capacité à fabriquer du visuel ou du narratif ou du musical, en fait, au fur et à mesure des années avant cette expérience, il s'était calcifié par par la pression du regard, par les écoles dans lesquelles j'avais été, par les impératifs financiers, par la mode, en fait, en fait, quand tu prends une position souvent tu peux te sentir amoindri, en fait, par tous ces trucs, et du coup, tu vas un peu comment dire, justement, essayer d'aller coller à une mode, essayer de coller à une vibe qui est dans l'air, etc. Et en fait, ce faisant, je trouve que l'artiste perd son rôle et perd son authenticité et passe de la fonction d'artiste qui est je suis désolé, je fais une réponse un peu alambiquée, mais je pense que c'est important d'être dit quand même. Quand tu fais pour moi, les artistes occupent une place un peu similaire à celle des psychonautes, en fait. On va aux abords. En fait, on va à la fin de l'île, en fait, on va voir ce qu'il y a au-delà de l'île, on essaye de trouver un artefact à ramener au cœur de la cité. Et quand en tant qu'artiste, tu commences à faire taire ce qui te traverse pour répondre à une mode, répondre à ce que tu imagines que d'autres pourraient avoir à faire de ce que tu as donné, en fait, tu pervertis, tu corromps l'essence des choses. Et la beauté de l'expérience psychédélique pour mon cas, ça a été que justement, je me suis défait de toutes sortes d'influences. Ça cherchait plus à être beau, en fait, ça cherchait juste à dire quelque chose de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas un des premiers travaux que j'ai fait dans lequel je peux dire il n'y a pas d'influence. Tu vois, il y a juste essayer d'être authentique. Voilà. Et ça, c'est dans toute la. Après, il y a des références au niveau musical. Ça va chercher du côté de John Carpenter. Je me rends compte a posteriori. Un peu. Il y a des passages un peu. Non, ils apparaissent pas dans le film, mais il y avait des passages un peu grunge, un peu à la Soundgarden ou à la Smashing Pumpkins qui ont débarqué, des trucs un peu industriels à d'autres moments, mais au final, voilà, il y a quelque chose qui passe, mais qui est quand même limité peut-être au côté musical des choses. Voilà. Non, mais quand il en sort, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'en comprends que tu es en quelque sorte vierge de
enfin, tu n'avais pas d'a priori d'entre nous. Voilà, si on pense à un psychédélique, enfin, tu parlais de perversion et à presque de la vision psychédélique que beaucoup peuvent avoir. Et si on parle de la culture, il y a un mème que j'aime beaucoup, voilà, enfin, à chaque fois que j'ai une expérience psychédélique, il y a la tête de Hamilton Morris quand il faisait ses premières vidéos avec ses cheveux très longs qui apparaît. Et ça, pareil, ça imprègne en fait chaque expérience qu'on peut avoir d'une façon qui est perverse, je trouve. Enfin, pour ma part, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Non, mais c'est juste, je trouve ça super juste. En fait, justement, l'expérience psychédélique, elle nous appartient à tous, quoi, qui qu'on soit, et on n'est pas obligé de venir du milieu tougher ou de ne peindre que des fractales pour avoir quelque chose à dire, tu vois. Donc, ouais, je ne peux que te rejoindre là-dessus. Pour revenir sur les... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y Clément, je t'en prie. Pour aller sur la question des influences, je pense qu'on peut noter Timber Timbre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de musique et ils ont un clip ça s'appelle Swamp Magic et on retrouve un côté assez similaire, je trouve, sur le. Alors, c'est pas une référence directe, mais je trouve qu'on retrouve un côté similaire sur l'esthétique avec des animations un peu, comment dire, faites très brutes, avec un côté papier derrière. Et moi, quand Balthazar m'a amené ses dessins, du coup, j'avais envie de repartir un peu sur quelque chose dans cette esthétique-là, quoi, de similaire. Maintenant, après, c'est clair que ben, voilà, c'est un truc que j'apprécie aussi sur la Gazette et que j'apprécie dans le travail de Balthazar, c'est qu'il a son univers et du coup moi je me suis surtout cantonné à travailler avec son univers plutôt que de partir sur des choses préexistantes, mais voilà, c'était plus l'idée je pense que comme dit Balthazar, enfin c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans son travail, c'est que ce qu'il fait, je l'avais jamais vu avant en fait. Et donc, je trouve ça trop cool de pouvoir avoir la chance qu'on travaille ensemble parce que ça laisse vraiment plein d'opportunités pour créer des nouvelles choses, créer des nouvelles manières des nouvelles esthétiques en fait. Et je trouve ça super intéressant, quoi, que ce soit vis-à-vis du dessin, de l'animation, etc. Le champ, il est complètement libre et je sais que j'ai ce qu'on fait ensemble, je l'ai pas vu ailleurs en fait. Et je trouve ça trop cool de pouvoir être précurseur sur une forme esthétique, voilà. Donc je trouve ça vachement cool. Carrément. Et au niveau du processus justement d'écriture, enfin pour le film, donc tu disais Clément, c'est toi plutôt qui as les skills en design et tout ça. Et donc Balthazar, tu faisais les dessins, enfin tu retranscrivais ta vision que Clément a ensuite adapté à l'écran, c'est ça? C'est vraiment un travail de concert, quoi. Enfin, je pense. Moi, j'ai pas fait l'animation tout seul. Balthazar, il a fait l'animation. On s'est partagé l'animation en fait, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes techniques d'animation parce que lui, il fait du image par image sur un logiciel qui s'appelle Procreate et moi, j'utilise des logiciels d'animation, que j'utilise dans le milieu professionnel, que ce soit, des logiciels connus comme After Effects ou Nuke, qui est moins connu, mais surtout celui-là que j'utilise, parce que c'est celui que j'utilise dans mon taf. Mais je pense que c'est vraiment un travail, d'écho en fait. Balthazar me dit des trucs et moi je les réceptionne et j'essaye de faire un truc qui va dans le sens de ce qu'il me montre et de ce qu'il me donne. Et après voilà, forcément c'est un travail qu'on fait à deux, donc j'y mets aussi un peu de moi, mais je pense que de toute façon d'un point de vue esthétique on est sensible aux mêmes choses, donc je pense qu'on se retrouve, autant on a des manières de fonctionner qui sont assez différentes sur pas mal d'aspects, mais autant je pense qu'on se retrouve complètement sur le côté esthétique, voilà, où il y a des choses qui, je pense qu'il je sais pas, ça marche bien, quoi. Non, et puis oui, sur le côté précurseur, c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est clairement pas évident de représenter une expérience psychédélique. En plus, enfin, si on parle d'entité, donc ouais, à ce niveau-là, vous avez fait un super boulot. Et Martin, ouais, une question? Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord avec vous. Balthazar, tu parlais que les psychonautes, comme les artistes, devaient aller naviguer aux frontières de l'île du connu et ramener des artefacts ou des choses qui nous étaient peut-être étranges ou qui pouvaient mettre en question nos certitudes.
Je trouve ça vachement intéressant. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut percevoir le psychonautisme en général, cette exploration un peu des mondes qui sont au-delà de la réalité pour justement nous dire quelque chose de notre réalité ordinaire? Ce serait une première question. Et vu que Clément a un peu jeté la perche, comme quoi ce serait le premier projet de peut-être d'autres collaborations, est-ce que vous avez d'autres idées en tête pour le futur? Je suis désolé, je suis pas sûr d'avoir compris la première partie de la question. Quand Bah, tu parlais des artefacts, j'ai compris ce que tu as redit, mais j'ai pas compris ce à quoi tu voulais que je réponde en fait. en fait, si il y avait dans le psychédélisme ou dans les enseignements que les psychédéliques peuvent nous apporter, en allant explorer les mondes un peu extraordinaires, les mondes un peu altérés, les états de conscience modifiés, qu'est-ce que ça nous dit sur notre réalité ordinaire en quelque sorte? Ça ne dit pas seulement quelque chose de ces états-là, ça dit aussi quelque chose des états des états normaux en quelque sorte. Il y a une interaction entre les deux. Ça, je pense que c'est une réponse qu'on ne pourrait formuler que à la lumière de toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Enfin, moi, je pourrais donner que mon point de vue. Moi, ce que je pourrais dire à ce niveau-là, c'est que pour moi, l'expérience psychédélique va au-delà de la thérapie, va au-delà du personnel, et à un certain point, on touche à quelque chose qui nous concerne tous. Et moi, je l'ai beaucoup envisagé comme ça, en fait, comme dans une période de fragmentation généralisée des idéologies, des croyances, des fonctionnements sociaux, etc. Il me semble qu'il y a dans cette démarche-là une volonté d'aller trouver des nouvelles idées et peut-être aller trouver ce qui, en dessous de nos strates de conscience les plus superficielles, nous lie les uns aux autres, tu vois. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'était un truc qu'on disait souvent chez les gens avec qui j'ai fait la découverte de l'ayahuasca. Quand tu les remercies de t'accompagner, ils te remerciaient d'avoir fait cette expérience. Comme si, en fait, en la faisant pour toi, tu la fais pas que pour toi, en fait. Tu l'as fait pour tout le monde, quoi. Enfin, pour l'image du réel, le dénominateur commun du réel avec lequel on opère tous, tu vois. Enfin, je trouvais ça assez juste. Mais je voudrais pas limiter la chose à ma propre parole. Et si je peux juste terminer sur la deuxième partie, qui est est-ce qu'on a d'autres projets? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande aux gens s'ils veulent réagir à ça ou est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur est-ce qu'on a d'autres idées? On peut laisser les autres idées pour la fin, si tu veux. Ok. Écoutez, pour le deuxième projet, pour d'autres projets animés, je dois vous dire que, je pense que Clément pourra bien répondre aussi. Nous, c'est ce qu'on adorerait faire. Maintenant, vient une question qui revient de façon systématique, c'est la question de comment est-ce qu'on finance ça, en fait. C'est quoi le modèle économique qui marche pour pouvoir proposer ce genre de choses à tout le monde gratuitement, mais en pouvant vivre de ce travail. Enfin, en tout cas, pouvoir le temps de faire ce travail, pouvoir en vivre, tu vois. Et moi, je me pose vraiment la question. Et je me demandais, par exemple, si, et ça, si les gens ont un avis sur la question parmi les gens qui sont présents, moi, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Je me disais, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si on faisait un projet dans lequel chaque personne qui finance, en fait, aurait une part comme une action, en fait, du dessin animé, et qu'après, collectivement, en fait, on décide de ce qu'on fait avec ce dessin animé, et il appartient à toutes les personnes qui ont donné une part, tu vois. C'est une question justement de laquelle on a discuté avec Clément. Et puis nous, ce qu'on a fait aussi comme projet, si ça en intéresse parmi vous qui sont intéressés par la production artistique de ce projet, en fait, on vend des illustrations, parfois des petites illustrations qu'on vend sur notre page Etsy, je crois. Mais en fait, on vend aussi des NFT. Et ces NFT, c'est pas un scam comme la plupart des NFT. En fait, c'est vraiment un projet qu'on veut emmener et auquel on veut donner une valeur, en fait. Et à chaque fois que quelqu'un achète un NFT, il reçoit avec son NFT une version physique en digigraphie, c'est-à-dire un procédé d'impression qui est le plus beau qu'on puisse obtenir
à l'heure actuelle, à ma connaissance, sur un vrai papier tramé de 450 grammes, qui est numéroté, qui est signé, en fait. Et on se dit que si on arrive à vendre suffisamment de ces projets-là, on peut s'imaginer qu'on finance le projet suivant. Mais en réalité, la vraie question, au bout d'un moment, c'est comment est-ce qu'on finance ça, tu vois. C'est vraiment très con, mais on est... Le nerf de la guerre. Voilà, c'est un peu le nerf de la guerre. Je ne sais pas si Clément, tu veux ajouter quelque chose à ce sujet d'ailleurs. Eh bien, oui, c'est sûr qu'on peut dire, je pense que le travail qu'on fait sur les NFT, il n'est pas, comment dire, en dehors du travail qu'on fait sur la Gazette, quoi. C'est vraiment inclus dans le processus. Le court-métrage qu'on a regardé ce soir, les NFT sur lesquels on travaille, c'est clairement un projet dans le projet, quoi. C'est une extension de ce projet-là. Genre, on a passé vraiment pas mal de temps pour faire le court-métrage. Et là, sur la création des NFT, on passe pas mal de temps. En fait, on reprend tous les plans qui nous intéressaient du court-métrage, ceux qu'on trouvait le plus esthétique, et on passe vraiment du temps à les retravailler et à avoir quelque chose qui puisse être comme juste un tableau vivant, quoi. Un tableau mouvant qu'on pourrait tout à fait accrocher chez soi, quoi. Et donc, puisqu'on est là pour parler du court-métrage et des psychédéliques en général, je pense que ça me semble intéressant d'évoquer ce projet dans le projet, quoi, qui est celui effectivement de la collection de NFT qu'on fait. Même maintenant, c'est vrai que c'est une problématique qu'on a sondé un peu autour du Discord de la Gazette, voir ce que les gens pensaient, surtout que les gens ne savent pas ce que c'est les NFT, en fait, de manière générale. Donc, on comprend qu'il y a aussi pas mal d'éducation à faire sur la question, enfin, en tout cas, d'explication sur ce qu'est un NFT, etc. Parce que je pense que autant on a envie vraiment de prendre le parti, je pense, avec Balthazar, d'être un média qui parle des états de conscience modifiés de manière ouverte et intelligente, sans tomber dans une quelconque forme de mysticisme ou quoi. Autant on a envie de développer un côté qui nous tient à cœur tous les deux, qui est le côté de l'art, quoi. Enfin, vraiment l'aspect artistique de la chaîne, parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les influences de projet, etc. Et voilà, il y a un univers, esthétiquement, l'univers de Balthazar, il est très riche, je trouve, et il est associé au sujet des psychédéliques, où il y a vraiment plein de choses à creuser, plein de choses à dire. Enfin, il y a vraiment juste, il y a énormément de matière pour créer, pour faire des choses belles, des choses esthétiques. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose sur lequel, moi, comme Balthazar, on a vraiment envie d'appuyer. C'est sur le côté, le fait qu'on a envie de produire de l'art, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'adorerais qu'on puisse un jour exposer nos NFT dans une galerie et inviter les gens à venir. Et ce serait trop bien. Et en vrai, c'est tout à fait possible, hein. Donc vraiment, c'est l'idée à terme de ces projets-là, quoi. Et effectivement, si on arrive voilà, en appuyant un peu à faire décoller ces projets-là, eh ben, ça nous donnera assez de fonds pour valider notre travail et pour pouvoir produire d'autres courts-métrages comme celui qu'on a produit par la suite, quoi. Et vraiment, ce serait l'idée, quoi, d'avoir un modèle un modèle économique qui nous permet de pouvoir continuer à proposer du contenu gratuit sur lequel on va passer beaucoup de temps. Parce que le truc, c'est que moi et Balthazar, on a bossé vraiment à quatre mains, donc juste tous les deux sur ce court-métrage-là, et ça demande un temps monstrueux de faire des trucs comme ça. C'est un projet de 10 minutes, mais ça demande vraiment beaucoup de taf, quoi. Enfin, genre, si on s'était pas fixé de deadline sur la fin du projet, on y serait encore, je pense, à essayer d'affiner, de peaufiner, d'améliorer, quoi. Enfin, juste, ça prend vraiment beaucoup de temps quand on n'est que deux, quoi. Donc, d'autant plus que voilà, il y a des outils qu'on maîtrise, qu'on apprend en faisant, etc. Que ce soit enfin, moi, j'avais jamais géré un projet comme ça de A à Z, que ce soit voilà, sur la planification des tâches, etc. On est encore en train de s'améliorer, d'améliorer les processus, etc. Donc voilà. Je sais plus quelle était la finalité de ma phrase, mais voilà. Je crois qu'on a une question de Quentin. Est-ce que tu veux prendre la parole, Quentin? Salut, Salut. Quentin. Ça marche? Nickel. Ouais, ok. Très bien. Ouais, une question, mais en fait, je crois qu'il y en a, il y en a what mille, mais
Oui, voilà, la question dont je me pose. Donc, moi, déjà fait on va dire, de voyage à 5 grammes, etc. Euh, L'envie est là, la curiosité est là, et voilà, l'exploration, elle se fait envie, quoi. Et voilà, j'avais lu, et tu le dis aussi dans la vidéo, comme quoi la solitude est importante, l'obscurité, le silence, etc. Mais est-ce que toi, là, ce voyage-là, tu étais tout seul ou il y avait quelqu'un qui était là, comme un gardien, en fait euh, et dans la vidéo, tu dis que, voilà, on voit que tu es tout seul, mais est-ce que c'est fait partie juste de la narration ou qu'est-ce que tu penses, en tout cas, du fait d'être accompagné, quoi? Moi, j'encourage vraiment à être accompagné, hein. Surtout si tu es en réflexion à l'idée de passer le cap. Je ne peux que t'encourager à la plus grande sécurité, à la plus grande D'accord. progressivité, euh, à faire face à tout ce que ton inconscient et tes mécanismes intérieurs te cachent peut-être. Je veux dire, on ouvre la boîte de Pandore à ce niveau-là, hein. Faut quand même le garder en tête. Et je pense que tous les psychonautes qui sont ici, je vois pas qui me contredira sur cette question-là. Maintenant, pour ce cas présent, j'étais tout seul. J'étais tout seul. J'ai dit à ma compagne, tu peux aller ailleurs, pas chez ta mère, avec les enfants, vas-y. Enfin, l'enfant à l'époque. Et voilà, quoi. Et il y avait vraiment une espèce de côté définitif à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment la volonté de plonger. Et, euh, et parfois, ouais, ça s'est jamais manifesté autrement que tout seul dans le noir, en fait, une telle rencontre. Donc j'avais l'impression que ça n'aurait pas eu lieu autrement. En fait, ça demandait une mise en danger, je suppose. Parce que c'est vrai que moi, je me suis posé la question, j'ai pris 2 grammes ou 2 grammes 5, et ouais, j'ai pris aussi j'ai testé d'autres molécules dérivées de LSD, etc. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans la nature, par exemple, c'est juste, c'est grandiose, quoi. Rien que je sais pas, le ciel, tout ça. Et je me dis, mince, est-ce que le, oui, j'imagine la solitude, le noir, l'obscurité permet vraiment d'intérioriser et de faire ce voyage interne, mais en même temps, il y a tellement, c'est tellement éblouissant en extérieur que voilà. Bah, il y a plein de Je choses sais à pas. faire, en fait, hein. Il y a pas. Je veux dire, moi, je trouve que l'expérience de groupe, elle a quelque chose de magnifique. Je trouve que l'expérience profonde, l'expérience seule dans le noir, elle a quelque chose d'éclairant. En fait, elle joue toutes à des niveaux différents. En Mm. fait, c'est comme si en fait, tu braquais ton spot sur un élément ou un autre, et à chaque fois, je crois que c'est Martin qui écrivait ça dans le descriptif de l'événement. C'est un sujet vaste comme l'univers, en fait, les psychédéliques, parce que ils ouvrent la porte sur une nouvelle lecture de tout, en fait. Donc, l'intention que tu mets dans ton voyage, en fait, la préparation que tu fais en amont, pour moi, elle est capitale parce qu'elle va définir euh, une certaine disposition qui va permettre l'émergence de tel aspect ou un autre. Mm. Et comme le monde est fait de deux polarités entre tout ce qu'il y a de merveilleux et tout ce qu'il y a de dégueulasse, en fait, tout ça va. Enfin, je veux dire, c'est l'important du set and setting, en fait, et de l'intention que tu mets dans cet événement-là. C'est ça qui va te donner accès à une zone bien précise. Et moi, cette zone-là, celle dont j'ai eu envie de parler, c'était celle-là. C'était qu'est-ce qui se passait quand tu allais au fond de Mm. toi-même, tu vois. Et puis en plus, je suppose que si j'étais allé au fond de moi-même d'une autre façon, je me rends compte qu'on peut entendre cette phrase de plein de façons différentes, mais il aurait pu, je sais pas, par la méditation vipassanesque comme celle de Clément, il y aurait peut-être eu autre chose qui se serait manifesté, tu vois. Mm.
Ouais, si je peux me permettre, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu vas chercher, quoi, en fait, dans ton voyage. Si tu t'isoles dans le silence et dans le noir, tu ne vas pas chercher la même chose que si tu es en extérieur et que tu cherches à avoir une forme de, d'état extatique voilà, vis-à-vis de la nature ou autre, quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment la question de juste qu'est-ce que tu vas chercher, en fait. Et c'est vrai, bon, y a plein de choses, bien sûr, qu'il y a tout ce dont chacun a parlé, enfin, tout est juste et résonne, quoi. J'ai adoré l'image que tu as donnée, Balthazar, sur ce côté d'artiste. Et je pense que ça rejoint cette chose où j'ai eu une expérience à un moment où, où j'ai vraiment ressenti cette impermanence, quoi. Où c'est comme si tout se mélange dans quelque chose où il y a pas de limite, pas de filtre, rien n'empêche rien, en fait. Et j'ai vraiment senti cette image-là comme ce retour d'artefact, en fait. C'est ce qui me paraît moins important par rapport à, on va dire, nos histoires oui, de jeunesse où on le fait plus pour se sentir bien que d'être bien et de mettre euh, une intention dans l'expérience. C'est quand on revient après dans notre quotidien, on ramène des petites choses qui nous par exemple, rien que le lever du soleil, quoi. On se dit tous les matins, si je peux, je le vois, je lui dis merci, quoi, en fait. Parce que, et quand on se balade, n'importe quoi, n'importe quel arbre, n'importe quel. Et c'est toutes ces petites choses, je trouve, qui, en tout cas pour ma part, qui donnent je sais pas comment dire ça, comme une sorte de connexion à une essence, quoi, quelque chose. Quelque chose. Je sais pas comment le dire, quoi, mais ce petit truc du tout, quoi, ou connexion au tout, quoi. Je pense qu'un des sujets de fond de la vidéo, je ne sais pas si on donnera le lien à la fin, mais on a eu cette discussion avec Balthazar. On a fait une vidéo pour débriefer un peu justement le court-métrage. Et c'est ce qu'on disait dedans. Mais pour moi, le sujet vraiment essentiel de la vidéo, c'est ça, c'est l'impermanence. Et c'est une des choses les plus importantes, à mon avis, à comprendre dans son rapport à soi-même et au monde, c'est comprendre vraiment ce qu'est fondamentalement l'impermanence. Parce que on peut en avoir une compréhension psychologique, quoi, théorique. Théorique, c'est ça, mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, tant qu'on ne fait pas l'expérience dans sa chair de ce qu'est vraiment l'impermanence, ça reste complètement abstrait, en fait. Je pense qu'il faut vraiment vivre l'impermanence pour comprendre que, en fait, c'est juste la constituante essentielle du monde, en fait. C'est que rien ne dure, tout est passager. Et c'est vraiment un truc hyper important parce que je pense que ça ramène à des sujets un peu plus larges que ceux dont on parle maintenant, mais en même temps, c'est à mon avis le sujet de fond et je pense que c'est le point essentiel à traiter au-delà de toutes les choses incroyables qu'on peut rencontrer quand on fait une expérience psychédélique, soit des entités, des mondes merveilleux ou ce qu'on veut, ou horribles d'ailleurs. C'est pourquoi est-ce qu'on va chercher ces expériences-là? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est voilà, qu'est-ce que c'est l'intention qu'est-ce qu'on va chercher en prenant des psychédéliques? Moi, dans mon cas, je cherchais à comprendre pourquoi j'étais en souffrance. Et je cherchais donc à mettre un terme à cette souffrance. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous plus ou moins dans cette situation-là. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, non pas spécialement à mettre un terme à une souffrance quelconque, mais qui vont chercher plutôt quelque chose d'extatique, quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose une connexion, un truc transcendant, quoi. Et c'est plutôt ce que tu avais l'air d'évoquer, Quentin. Et voilà, peut-être je me trompe, mais dans tous les cas, c'est hyper important de comprendre pourquoi on fait ces expériences-là. Et comprendre l'impermanence, c'est comprendre la démarche qu'on a aussi vis-à-vis de ces substances-là, parce que comprendre que tout est impermanent et que tout change continuellement, ça amène au point où on comprend qu'en fait,
l'attachement qu'on va avoir aux choses, il est forcément, inévitablement, il va amener à de la souffrance, en fait, parce que les choses, elles changent. Fondamentalement, elles changent. Et donc, c'est vraiment un levier qui permet la compréhension de l'impermanence permet d'avoir un levier pour se détacher, non pas plus aimer les choses, mais se détacher d'un attachement mauvais aux choses et après d'être plus heureux. Parce que je pense que fondamentalement, c'est ce qu'on cherche tous d'une manière ou d'une autre, c'est à être plus heureux en fait. Notamment le travail que les psychédéliques ont sur n'importe quelle addiction. Je vois, moi, à mon niveau, je m'étais mis à fumer du tabac, fumer de l'herbe aussi, pas mal, mais depuis, c'est quand qu'on a arrêté, il y a un peu moins d'1 an, grâce à des... C'était pas un trip de 5 grammes, hein, mais grâce à un petit trip juste de plus... comme d'intégrer que non, mais c'est mauvais en fait. Et du coup, ça m'arrive bien sûr de fumer des fois en soirée, mais j'ai plus ce truc de il me faut ça pour être bien, quoi. Et il y a eu pas mal de témoignages, pas mal de livres sur tout ce que disait, je sais plus si c'était Terence McKenna, mais tout ce travail sur des psychédéliques, sur tout ce qui est psychologique, quoi. Et moi, ça me paraît ouf en fait, ce potentiel qu'on a là, et je pense que j'imagine que votre démarche là de ce soir et du travail que vous faites sur la Gazette permet justement de mettre de la lumière sur cette, on va dire, cette médecine. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que, à ton avis, c'est les psychédéliques qui font le travail ou est-ce que c'est toi qui fais le travail? Les psychédéliques, je pense qu'ils font rien d'autre que de te montrer des choses. Le travail, ah oui, voilà, ils te montrent des choses que tu ramènes et tu te dis. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde ne fait pas. Mais... C'est ça après le travail d'intégration, c'est de pouvoir intégrer ce que tu as ramené de l'expérience. Ce que je veux dire, le psychédélique, il fait concrètement, il te montre tes trucs, mais il fait rien en fait. Enfin, je veux dire, c'est à toi de faire les choses après pour oui, faire. J'imagine que tu parlais de Vipassana, que 10 jours à Vipassana, tu reviens, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est similaire, hein, mais en tout cas, tu reviens avec quelque chose où tu dis, bon, je change, il y a des trucs à changer, quoi. Pour moi, c'est différent. C'est à la fois similaire et différent. Parce que tu ne vas pas chercher la même chose quand tu prends des psychédéliques et quand tu vas faire Vipassana. Enfin, d'où ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu fais un trip. Mais à mon sens, sans vouloir avoir de prétention aucune, je pense que Vipassana est plus profond parce que justement, ce qu'on va chercher, c'est pas à répondre à des questions insolubles, en fait. C'est avoir des choses très pratiques et très concrètes au quotidien et on sait ce qu'on veut. On va chercher quelque chose qui a pour but final de juste mettre un terme à la souffrance, en fait. Et je pense qu'avec les psychédéliques, on peut vite partir dans tous les sens et pas avoir d'objectifs précis, en fait. Et que moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir... je suis assez pragmatique et j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit un outil qui me permette d'aller mieux au quotidien, qui soit pragmatique aussi, en fait. J'ai pas envie de me perdre dans des considérations insolubles, de savoir... Est-ce que l'univers est une illusion ou pas? Est-ce que les entités qu'on rencontre, elles sont réelles ou pas? Est-ce qu'elles ont une existence? Est-ce qu'il y a différents mondes parallèles? Je veux dire, c'est pas des questions qui sont pas intéressantes ou rien. De toute façon, c'est pour ça qu'on les traite sur la chaîne. Mais à mon sens, c'est insoluble en fait. On n'aura jamais de réponse concrète et évidente à ça. Par contre, il y a quelque chose qui est évident et concret. C'est est-ce que maintenant je suis heureux ou pas? Donc, pour moi, c'est la seule chose qui fait sens pour moi. C'est juste est-ce que je suis heureux et comment faire pour, si je ne le suis pas, comment faire pour être plus heureux? Yes. C'est la seule question à laquelle j'ai envie de répondre et c'est la seule chose sur laquelle je travaille au quotidien avec Vipassana. Mais effectivement, dans tous les cas, voilà, Vipassana et les psychédéliques peuvent avoir un socle commun d'expérience parce que on peut faire de toute façon. Pour le coup, parce que j'ai expérimenté les deux, il y a des trucs qui se passent sous psychédéliques qui peuvent se passer aussi en méditation, quoi, et inversement.
c'est assez, il y a quand même des choses qui sont similaires. Le retour à soi, quoi. Fondamentalement, je dirais à peu près ça, ouais. Merci en tout cas à vous deux. Hein. Et je ne sais pas qui c'est qui avait organisé. C'est Raphaël et Martin, c'est ça? C'est En tout l'association. cas, merci à tous pour cette. Merci à toi. Pour la vidéo également. Ouais. Merci à toi, Quentin, pour ton partage. Il nous reste Merci. encore quelques minutes. Et bon, j'ai une question qui est assez large, mais je ne sais pas si peut-être parmi vous, il y en a d'autres qui ont d'autres questions. Quoi qu'il en soit, je me demandais, donc, vous traitez avec la Gazette de l'Abîme donc un peu de la diversité des expériences psychédéliques, vous invitez des gens à échanger autour de ça. Et vous faites aussi partie, je crois, tous les deux de la Société psychédélique française. Donc, comment vous envisagez finalement le futur des psychédéliques en France? Donc, vous faites un travail, je dirais, comment dire, euh, c'est de l'éducation concrètement, mais est-ce que vous souhaitez aller au-delà? Et, enfin, qu'est-ce que vous envisagez finalement pour les psychédéliques en France? C'est très large comme question, je suis désolé, mais ça peut permettre de clôturer le débat. Écoute, en un mot commençant, moi je travaille au retour des temples d'Éleusis en France. Voilà. Génial. Non, honnêtement, ce qu'on espère, c'est sinon une légalisation, au moins une dépénalisation, au moins la reconnaissance du droit de chacun à explorer sa conscience, tu vois, de pouvoir un peu creuser ce qu'il y a en soi et trouver ce qui compte pour soi et pas forcément toujours s'accrocher à des éléments extérieurs qu'à la perception que l'univers t'a donné, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est ce qui a été de plus beau et de plus formateur dans ces expériences-là et c'est ce que j'essaye enfin, c'est ce qu'on essaye de transmettre avec la Gazette de l'Abîme, qui, à mon avis, en fait, est un relais au même titre. Enfin, chacun à sa manière, chacun avec ses perspectives, etc. Mais moi, je suis, étant tout aussi sensible aux approches pragmatiques et un discours qu'on peut rendre audible à des institutions médicales, scientifiques, politiques, etc. Je suis tout aussi sensible à des perspectives un petit peu plus spirituelles de la question, puisqu'à mon avis, un équilibre et une vie équilibrée, c'est quelque part avoir un pied dans l'ordre et un pied dans le chaos, tu vois, et toujours un petit peu naviguer entre ce qu'on sait, ce qu'on sent et ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne ressent pas, mais que d'autres ressentent peut-être. Et justement, je trouve que la beauté de ces expériences, c'est qu'elles nous ouvrent à notre propre humanité, et en nous ouvrant à notre propre humanité, elles nous permettent de nous connecter à celle des autres, fussent-elles diamétralement opposées, en fait. Et, euh, et, euh, et je trouve que, alors qu'on est en train de toucher on est en train d'éprouver les limites de notre modèle social qui s'est architecturé autour de certains paradigmes, en fait, avoir accès à une plus grande image de ce que peut être la réalité ne peut nous être euh, que bénéfique, tu vois. Donc, moi, c'est ça que j'attends, c'est ce que j'attends et ce que j'espère et ce pourquoi on travaille, en fait, c'est euh, permettre cette espèce enfin, essayer de faciliter la réalisation du fait que il n'y a pas une réalité objective, en fait. Enfin, en tout cas, la réalité objective, elle nous est inaccessible à nous. On est trop limité dans tout un tas de trucs pour pouvoir avoir accès à une image totale des choses. Et donc, on a besoin les uns des autres, on a besoin d'avoir accès à ça et on a besoin, même, moi, je me suis dit un truc récemment, tu vois, je me suis dit, le jour où on passera un certain cap idéologique, je suis sûr que on verra le retour des oracles, en fait, des gens qui vont plonger au nom du système. En fait, OK, il y a une problématique, on va aller chercher dans le monde physique et puis on va aller chercher dans le monde onirique ensuite et on va revenir, on va confronter des données qui viennent de plusieurs endroits pour prendre des décisions. Euh,
Je suis en train de dessiner le job de mes rêves. Donc, Je suis en train de le voir près de le voir arriver en France, ce job-là. Mais... oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte du placard chacun autant qu'on peut, Non, tu vois. Et que on essaye de démontrer qu'il puisse y avoir une forme de euh, peut-être pas, enfin, de sagesse en fait, de vertu qui peut exister là-dedans et que il faut au moins qu'on sorte de ce paradigme de l'idée de la perdition, de la toxicomanie, de la défonce en fait, et de voir que en fait on explore, on explore pas que pour nous, on explore aussi pour les autres quelque part, tu vois. Voilà pour ma part. C'est un super mot de la fin, je dirais. Enfin, je veux dire, si je dois résumer peut-être de ma compréhension, c'est que, enfin, en tout cas, ce que j'apprécie dans votre travail, c'est vraiment, on n'est pas axé sur, simplement un discours, voilà, thérapeutique, médical ou que spirituel. C'est vraiment, comme tu le disais, d'ouvrir un peu les horizons et de reconnaître en fait, voilà, tous ces éléments-là dans les expériences de chacun. Mm. Donc, ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup, Balthazar et Clément, de votre présence avec nous ce soir. Et Bah, merci à vous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents et merci de l'attention que vous nous avez témoigné, quoi. Ouais, merci. trop cool. Ben, merci aussi à tout le monde de votre présence. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain Journal Club ou Vidéo Club, d'ailleurs. On sera ravis de vous accueillir à nouveau lorsque vous aurez fait votre prochain court-métrage. Donc, on reste en contact. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, Salut tout bonne le monde. soirée. Ciao.